je veux citer juste à la fin de mon intervention que l'un des mécanismes de financement mixte, qui est le crowdfunding, peut jouer un rôle assez important dans le développement de start-up, de financement des entreprises, parce qu'en fait, c'est un mécanisme qui a plusieurs avantages et qui offre des avantages pour les porteurs de projets et les start-up qui s'ajoutent à l'arsenal de financement qui existe, les banques, les prêts, les initiatives dont parlait M. Wandel et dont va parler peut-être Madame Garbi. Donc ça, c'est un mécanisme que je pense qu'il est temps que tous les pays africains, il faut qu'ils les adoptent et le mettent en œuvre, comme j'ai dit, parce que c'est un outil vraiment qui sert à l'économie, le développement et la création de richesses, et par conséquent contribue énormément à l'absorption du chômage dans notre continent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Là, on a parlé de Blended Finance pour l'Afrique en général, mais nous sommes en Tunisie, c'est le FITA c'est en Tunisie. J'aimerais aussi savoir, et là je m'adresse maintenant à Madame Garbi, quelles sont les initiatives prises par les pouvoirs publics pour faire de la Tunisie un exemple à suivre par les autres pays africains pour le développement d'une chaîne de valeur de financement mixte qui crée de la richesse pour tous. Donc comment est-ce que la Tunisie se voit, comment la Tunisie agit? Là on était dans ce qu'il faut faire, comment faire. Là on aimerait savoir ce qui est fait et comment c'est fait. Merci beaucoup. Donc, je crois que réellement, Mandar, dans sa présentation, il a présenté ce qui se passe au niveau de l'Afrique, mais aussi ses instruments, à quoi ça sert. Le cas de la Tunisie, je vais citer l'exemple qui a été déjà cité par Mandar, c'est notre projet de financement des startups connu sous le nom de Adava. Donc le financement mixte, généralement, c'est surtout pouvoir combiner plusieurs sources de financement pour améliorer, on va dire, le profil rendement risque. Donc en fait, c'est un peu pour dérisquer certains investissements dont les risques sont jugés assez important. Donc, lorsqu'on a commencé à travailler sur le financement des startups, on a senti que réellement, on ne peut pas uniquement aller vers des investisseurs privés pour financer les startups, mais on doit aussi avancer des financements avec des taux assez faibles. Et c'est là où on a les financements publics en CECI qui permettent un peu de donner on va dire cet effet de levier qui peut amener d'autres financements du secteur privé. Donc on a commencé par un crédit de la Banque mondiale de 75 millions de dollars. Ce financement aussi, le blended, ça sert aussi à multiplier les mécanismes de financement. Donc pas uniquement un financement à risque, un financement capital, mais aussi d'ajouter la couche appui. Donc, et là, on a ajouté toute la partie subvention accordée aussi bien aux startups, mais aussi aux structures d'accompagnement. Le but, c'est quoi? C'est de créer cette dynamique au niveau de l'écosystème, mais aussi de trouver ces startups, que les fonds d'investissement qui vont s'installer, qui vont avoir un financement du fonds de fonds ANAVA, mais aussi qui vont ramener des financements privés. Et le blended au niveau aussi des child funds va permettre d'offrir ce financement dérisqué plus ou moins via cette participation que nous avons mis dans des seuils qui sont un peu en relation avec le taux de risque que peut prendre un child fund. Donc, par exemple, les fonds
seed stage, on peut aller jusqu'à 75% dans le child fund. Pour les early stage, on peut aller jusqu'à 50%, et pour le late stage, là, le risque est moins élevé, donc c'est la phase de croissance, c'est la phase d'accélération, donc là, on finance avec un seuil de 30 ou 40% maximum. Donc l'idée c'est quoi? C'est à la fois d'offrir des mécanismes de financement, atténuer les risques, mais aussi atteindre l'objectif qu'on veut atteindre par pouvoir toucher toutes les startups, pouvoir toucher, surtout booster l'écosystème, mais aussi avoir l'impact sur les régions, avoir l'impact sur certains, on va dire certains secteurs qui méritent d'être encouragés par les mécanismes de financement qu'on peut offrir. Autre chose, donc, par rapport aux autres exemples qui ont été faits au niveau de notre pays, il y a eu beaucoup de grands projets aussi, parce qu'il n'y a pas que le financement de l'innovation où il y a des risques à prendre, mais des fois, il y a des projets où ça nécessite la mobilisation d'un financement auprès de l'IFAS qui peuvent un peu offrir des financements avec ce blend, ça permet aussi d'améliorer le rendement. On a eu par exemple les PPP, généralement sont financés par des financements mixtes. On peut citer l'exemple de l'aéroport Mufida où il y a eu beaucoup de financements qui viennent, donc, que ce soit de SFI ou de Proparcours ou autres investisseurs qui, eux, aussi, le fait de mettre des financements de DFAs ou de structures de financement comme la CDC, ça encourage les acteurs ou les investisseurs privés à financer et à venir aussi s'associer pour pouvoir donc réaliser ces projets. Le dernier projet aussi, le Helmet, donc ça a été financé aussi par Dublin, donc il y a eu un financement aussi bien de l'Union européenne, de la caisse italienne, mais aussi la caisse tunisienne sera associée dans ce projet. Donc l'idée c'est surtout d'avoir cet impact sur la croissance, avoir cet impact sur le développement et à la fin la vision c'est quoi? C'est appliquer la politique de l'État dans certains secteurs, notamment donc l'exemple de la base c'est le secteur de l'innovation et le secteur donc, qui nécessite tout un effort pour donner tous les financements nécessaires. Merci beaucoup. Donc on peut retenir une vision et des actions concrètes pour développer ce taxe de financement là au niveau de l'État tunisien. Bon, je vois que M. Boucha en avait un peu parlé dans son intervention. Est-ce que vous aimeriez intervenir sur ce, rajouter quelque chose? Bon, je pense que pour la Tunisie, tout a été dit, c'était une bonne revue. J'aimerais juste revenir sur 3 points. On a parlé aujourd'hui des volumes, on a parlé un petit peu de l'intérêt de ce concept, et notamment l'attractivité pour l'argent commercial. Je pense qu'il y a 3 nuances aussi, 3 points où il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le coût d'opportunité, qui est très important. Aujourd'hui, une grande partie va dans les énergies, dans l'infrastructure et dans les mines, et il ne va pas dans les secteurs un peu plus, disons, sociaux, comme l'éducation, la santé. Je pense que c'est une des limites aussi qui nécessite une évolution. Comme disait Cécile, c'est vrai qu'une partie qui part vers le secteur financier peut être redéployée plus bas dans les secteurs à fort impact sur le plan social, mais par contre ça peut aussi descendre, l'argent peut fluctuer ou bien arriver dans le secteur avec un peu moins de rigueur sur la partie ESG qui n'est pas qui est un des fondamentaux
ce concept. Deuxième point, on a aussi très souvent tendance à voir une fuite ou bien une déviation de l'argent des pays à faible revenu vers les pays à revenu moyen. Et ça, c'est plus la tendance de l'argent commercial parce que par définition, le blended finance, c'est plus un partenariat public-privé. Et donc sur la partie argent commercial, argent privé, on a plus tendance à aller vers les pays à revenu moyen que sur les pays à revenu faible, ce qui limite l'impact sur ces pays-là. Troisième point, et là il faut faire aussi très attention, c'est ce qu'on appelle la distorsion de marché. Il y a une partie qui vient avec une forte concessionnalité, il y a une partie non concessionnelle. Sur la partie concessionnelle, il y a des subventions qui peuvent arriver sur un marché qui est censé être libre, voilà, sans concurrence déloyale. Je pense que l'outil principal ou la principale réponse, c'est d'avoir une concessionnalité limitée et surtout une concessionnalité qui est limitée à la phase de décollage. C'est-à-dire une fois que le projet ou l'entreprise arrive à un stade de maturité, il faut passer plutôt à d'autres types de financement. Merci beaucoup. Donc nous voyons que ça bouge ici en Tunisie. Mais nous sommes en Afrique. Et la spécificité de l'Afrique, c'est que c'est un continent qui dispose de beaucoup de jeunes. La proportion des jeunes en Afrique est beaucoup plus élevée que nulle part ailleurs. Et ces jeunes-là sont frappés par un mal qui est équitablement partagé par presque tous les pays africains, c'est le chômage de masse. Nous voyons ces différents types de financement. Nous sommes à une conférence ici où des experts s'expriment, mais ce que nous, on aimerait voir concrètement, et là je m'adresse maintenant à M. Canfir, est-ce que ce type de financement peut permettre de juguler le problème du chômage de masse dont souffre la jeunesse africaine? Bien sûr, indirectement, c'est l'objectif, hein, mais sachant que la raison d'être de la blended finance, c'est d'irriguer des compartiments de l'économie qui sont mal irrigués par la finance commerciale. Ça, c'est un premier objectif. Et en plus, dans la mesure de l'impact, on peut rajouter la dimension avec l'emploi, on peut rajouter la dimension genre, on peut rajouter un certain nombre de choses. Donc ça fait partie un peu de la gouvernance qu'on met justement dans chaque instrument. Et là-dessus, je crois qu'il n'y a pas un référentiel commun aujourd'hui africain. Chaque bailleur de fonds utilise un peu son modèle. Et aujourd'hui, on a une diversité de modèles. Effectivement, je reviens sur la remarque de Cécile, cette fameuse granulométrie sur les statistiques, parce qu'aujourd'hui, la blended finance 2.0, c'est aussi d'intégrer la data, donc les données dans la gestion de ces fonds-là et de donner le plus de retour d'expérience, parce que les données, c'est de la capitalisation de connaissances, finalement. Aujourd'hui, on a réellement besoin de travailler plus sur ce retour sur investissement immatériel. Donc, c'est le capital donné qui doit être partagé et on doit, je pense, travailler plus et œuvrer davantage pour un référentiel commun en Afrique. Et on mettrait donc effectivement l'emploi comme une des conséquences recherchées, un emploi décent, bien sûr, parce que l'emploi, c'est très large, et qui éviterait de voir des jeunes traverser des frontières, traverser des mers, pour essayer de trouver un ciel plus clément. Merci beaucoup. Nous allons revenir donc au retour, à l'objet que certains organismes donnent à la blended finance. Quand on voit sur le site de l'OCDE par exemple, ils tendent à donner un objet social en disant que la blended finance permet de soutenir des initiatives privées dans des secteurs à retour sur investissement lent qui auraient du mal à se faire financer par les systèmes traditionnels de financement. Donc l'implication des DFI, des MDB, permet donc de soutenir donc, la disponibilité des financements pour ces secteurs-là. Ils ont même donné des exemples, on en viendra tout à l'heure. Mais quand je lis ce genre de choses, je me dis même, le private equity, quel apport le private equity à côté de ces DFI et de ces MDB peut apporter au développement de la blended finance en Afrique. Et quand je dis private equity, je pense à private equity globalement, mais aussi au venture capital. Comment est-ce qu'aux côtés de ces grandes institutions-là, de ces banques multilatérales, le private equity et
venture capital peut jouer aussi son rôle, sachant que en ce qui concerne le venture capital par exemple, ce sont des investissements risqués, mais l'appétit de ces investissements-là est dû à la probabilité aussi de faire de haut rendement. Et lorsqu'on lit que les DFI, la blended finance permet de financer des secteurs où les rendements ne sont pas nécessairement hauts, comment est-ce que le private equity et le venture capital peuvent se retrouver dans ce type de financement-là? Et je voudrais que d'abord Mme Avisou nous donne son point de vue là-dessus. La façon dont je le vois chez Proparco, en tout cas, c'est que c'est la blended finance qui nous permet d'investir dans des fonds de private equity qui ont des thèses d'investissement peut-être régionales ou sectorielles qui peuvent être plus risquées. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait, qu'on le voit. Donc, soit Proparco, effectivement, considère que le modèle économique est quand même un petit peu limite et dans ce cas-là, va aller solliciter du soutien, une garantie, par exemple, de l'Union européenne ou de l'État français pour pouvoir assumer ce risque sur son propre bilan. Ou alors, Proparco va devenir plus junior au sein du fonds pour pouvoir attirer d'autres investisseurs commerciaux dans ce fonds. Je pense que je n'ai pas encore vu en fait que le private equity commercial, naturel, qu'on connaît tous, favorise le financement mixte. Je vois plutôt le financement mixte aider au développement du private equity, notamment sur certaines régions. Mais le private equity aujourd'hui quand même, et notamment ici on est en Tunisie, il y a de très très grands gestionnaires de fonds régionaux qui investissent en Afrique, qui ne bénéficient pas du tout de financement mixte. Les financements qu'ils ont, c'est effectivement du financement DFI, mais qui n'est pas concessionnel. C'est-à-dire qu'on prend notre risque. Merci. Madame Dieng, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Madame Dieng. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est pas que le private equity finance. Je voudrais savoir le rôle que peut jouer le private equity. Parce que dans le private equity, il y a des fonds qui investissent par exemple dans des infrastructures qui ne sont pas nécessairement des projets à haut rendement. Ce sont des fonds qui sont des fonds longs, qui investissent dans des routes, dans des ponts, dans des ports, et qui attendent 20 ans, 25 ans pour se rémunérer. Donc ces fonds-là, s'ils ne sont pas nécessairement attirés par les rendements rapides et à haut potentiel de VC, pourraient aussi d'une certaine manière regarder aussi dans l'éducation, parce que dans l'éducation, il y a des universités, il y a des écoles, il y a plein de choses qu'on peut faire, pourraient aussi regarder pour voir comment est-ce que dans le cadre de la blended finance, être quelque chose aux côtés des DFI et des MDB, quelque chose qui apporte sa pierre à l'édification de ce type de financement-là. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Par rapport à ce que vous dites, il y a deux nuances que je pense qui sont importantes qu'on différencie. Premièrement, le venture capital et le private equity de manière générale, quand on regarde comment ils performent dans d'autres marchés émergents, comme l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, on se rend compte que le venture capital peut devenir un driver pour le développement économique. Parce que quand on regarde aujourd'hui les grandes entreprises en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine, ou même aujourd'hui au Moyen-Orient, on voit que de nombreuses de ces entreprises-là sont des entreprises qui de base ont été venture funded et qui aujourd'hui sont dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la data, et on voit que le venture capital peut être un driver principal de développement économique dans des marchés où le secteur public n'est pas assez pour subventionner tous les besoins de la population. Donc, on a l'exemple de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est pour voir que c'est possible. Maintenant, je pense qu'en Afrique, et c'est là où on vient sur la deuxième nuance, c'est que la réalité aujourd'hui, c'est que, surtout dans le secteur du venture capital, malgré le développement du blended finance, on a encore un gros souci de retour. Il est très difficile aujourd'hui pour les fonds venture capital en Afrique aujourd'hui
de pouvoir retourner de l'argent à leurs investisseurs, particulièrement à leurs investisseurs commerciaux. Et c'est là où on rentre dans un cadre qui, je pense, est aussi important que de parler du fait du développement du blended finance, qui est sur la partie législation. Aujourd'hui, on ne peut pas malheureusement développer un secteur, surtout aussi rapide que le venture capital, où il y a des exigences très fortes en termes de retour financier pour nos investisseurs, dans des environnements économiques et politiques où les législations ne permettent pas de pouvoir retirer de l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une partie des limites du blended finance, qui est aujourd'hui que, de la manière en tout cas que c'est présenté dans le secteur aujourd'hui en venture capital, c'est que certes il y a du potentiel, il y a énormément à faire en termes de est-ce que le venture capital peut aider à créer vraiment on va dire une fondation d'investissement dans des secteurs très importants pour l'Afrique? Absolument. Est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où on peut certifier certaines aspirations en termes de retour financier? On n'y est pas encore. Et c'est là où je pense qu'il est important, dans les conversations qu'il y a aussi avec les DFIs, c'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir balancer. Il faut qu'on arrive à pouvoir balancer, parce que le tabou est qu'on pense que les retours financiers sont contradictoires à l'impact. Alors que ce qu'on voit en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, c'est que le retour financier va avec l'impact. Le plus d'impact on peut avoir est un impact qui est nourri dans un modèle économique qui fonctionne. Et donc, si on veut pouvoir, que ce soit dans le venture capital ou les autres secteurs, si on veut pouvoir développer ces secteurs-là, qu'ils deviennent autonomes et qu'ils fonctionnent, il faut qu'il y ait un modèle économique viable qui est basé sur un retour financier. Et ce retour financier-là n'est pas contradictoire à l'impact. Et c'est vraiment, surtout dans le venture capital, un aspect qui, je pense, est important quand on parle justement du fait de est-ce que c'est un investissement simplement à impact ou à perte, clairement, ou est-ce qu'il y a vraiment un potentiel de rendement financier? Merci beaucoup. Je vois que cette question-là, elle intéresse la plupart de nos panélistes. Donc, non, tout le monde répondra, mais il y a Mme Garbi qui avait demandé le micro avant. Donc, rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a d'autres questions. Oui. Qui nous posent impression. Juste par rapport, donc, vous avez cité le venture capital comme si c'est de la concurrence avec... non, pas en concurrence. D'accord. Donc, c'est complémentaire parce que des fois, il y a certains fonds, tels que les fonds d'investissement qui financent dans des projets d'infrastructure sur le long terme. On a besoin de DFIs pour un peu dérisquer ces projets et aussi permettre donc à ceux qui souscrivent, donc les privés, de trouver aussi leur compte parce qu'à la fin, ils cherchent aussi un rendement. Même si c'est sur le long terme, donc il y a toujours une possibilité de différencier entre les souscripteurs. Mais généralement, dans le private equity, les fonds investissent plutôt dans les PME et dans les projets qui sont déjà en activité. Donc ils cherchent généralement les brown field, mais pas les greenfield. Donc là où on cherche beaucoup plus l'impact pour la création, pour avoir des projets donc dans certains secteurs, notamment le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, on a toujours besoin du blended pour réaliser. Ok. Monsieur Bouchard, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, rapidement. Oui, très très rapidement. Deux choses à éviter dans ce concept. D'abord, c'est de penser que le fait qu'il y a un investisseur public, ça implique forcément des attentes de rendement inférieures. Il ne faut surtout pas faire ça, sinon il n'y aura ni d'argent public, ni d'argent privé, ni de blended finance. Donc il faut toujours que ça gagne de l'argent et que ça gagne bien d'argent pour que ça continue à avoir le flux. Deuxième point, il ne faut jamais penser qu'on ne peut pas gagner correctement ou bien gagner de l'argent sur un projet en faisant du bien dans l'écosystème dans lequel on vit. On peut faire du bien et gagner de l'argent. Et idéalement,
ou plutôt on a vu que la corrélation est assez forte. Très souvent, lorsqu'on fait beaucoup d'impact, on a des projets rentables. Il faut que ça soit avec un impact et il faut que ça soit rentable. C'est le seul moyen de garantir une pérennité de cette industrie. Dernier point, le rôle du private equity, c'est de s'assurer qu'il y a un bon rendement et de s'assurer, c'est à travers, bien sûr, les phases classiques, la discipline dans l'investissement, la création de valeur durant la phase. Il ne s'agit pas d'injecter de l'argent dans un projet, il faut mettre de l'agressivité sur la création de valeur, il faut suivre le projet, il faut accompagner le management, etc. Et sur la partie impact aussi, il faut pas que ce soit juste cocher des cases, il faut que ce soit une croyance, un suivi, une mesure permanente des critères ESG. Merci. Monsieur Bouzouada, bon, écoutez, ils ont fait le tour de la question. Si vous voulez rajouter quelque chose rapidement, sinon, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tout à l'heure, Madame Abizou a mis un peu en doute la ventilation en disant que une partie quand même de ces financements finissent par arriver dans les secteurs de l'éducation, de la santé. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est 2 exemples concrets déjà, pour commencer. Et surtout, quelles sont les contributions sociales du financement mixte? Parce que si on parle de la plupart des investissements, sur les chiffres qui sont donnés ici, sont orientés vers l'Afrique. Si c'est dans des secteurs qui, aujourd'hui, sans le financement mixte, arriveraient déjà à se financer, parce que, comme l'a dit Madame Déjà, les private equity financent déjà les PME, quoique la PME, vue en Afrique et en Europe, je pense que ce n'est pas souvent la même chose, parce que si on se base sur le chiffre d'affaires purement, selon les définitions européennes, il y a de grandes entreprises africaines qui ont les structures organisationnelles des grandes entreprises européennes, mais qui, parce qu'elles ne font pas des milliards de dollars de chiffre d'affaires, sont considérées comme PME, alors qu'elles ont c'est les mêmes cadres qu'elles emploient, elles ont des actifs. Mais je pense que ce genre d'entreprises sont déjà financées par le private equity en partie. Donc, quelles sont les contributions sociales du blended finance en Afrique? Tout d'abord, l'amélioration du climat d'affaires dans tous les pays est une quête obsessionnelle de la part de tous les gouvernements et de tous les dirigeants. Et le climat d'affaires, ça veut dire la chaîne de valeur entrepreneuriale. Donc on part de l'idée, et même avant l'idée, l'inspiration, après on passe à l'idée, la constitution de projets, l'étude, etc., les opportunités qui se présentent pour la scalabilité, quoi. Et après, l'essor meilleur de l'entreprise. Et toute cette chaîne de valeur a besoin, bien sûr, de financement. Dans toutes les étapes, il y a un besoin de financement. Ce mécanisme, comment il peut aider ou améliorer les performances au niveau social? Tout d'abord par l'absorption de chômage et la conversion de donnes, c'est-à-dire si on offre des opportunités, des potentialités de financement additifs, des nouvelles offres qui se présentent, des facilités qui se présentent, on peut renverser la donne. Comment? C'est en renversant l'étudiant ou le porteur de projet qui va chercher de l'emploi, va se lancer dans son projet et par contre, il va créer de l'emploi. Donc ça, on va absorber le taux de chômage par cette approche de disponibilité de ressources financières additives. L'amélioration de l'accès aux services de base, parce que les services de base, c'est la santé, c'est l'éducation, etc. Ça aussi, ça peut contribuer à améliorer le climat global d'affaires dans la société. Il y a aussi un autre facteur, et tout à l'heure, vous avez entendu parler Madame Verbi qui a dit qu'on a senti qu'ils ont besoin d'accompagnement pour réussir leur projet. Donc ça, c'est une nouvelle offre, c'est un service qui s'ajoute au panorama de services offerts aux startups, aux entreprises.
ça peut aussi contribuer à l'amélioration de la qualité de la population dans la région ou dans le continent africain. Le renforcement de capacités locales, aujourd'hui, on a parlé qu'il faut exploiter les potentialités régionales, et là ça renforce les capacités régionales des pays, dans des zones, dans des continents, dans des régions, dans des gouvernorats, dans des espaces limitrophes. La durabilité dans le financement, il y a des projets qui cherchent donc le retour après moyen terme ou long terme, et ça peut assurer une certaine durabilité dans l'emploi, dans le projet, etc. Il y a aussi un autre facteur dont j'ai dit tout à l'heure, la stimulation de l'innovation, et ça aussi, ça peut contribuer et peut avoir un ajout social et un apport dans la société, dans la façon de vivre, dans l'exploitation des technologies, etc. Le dernier point, c'est la création d'emplois pour créer la croissance économique. Donc, si un pays réalise de la croissance économique, c'est qu'il y a une certaine stabilité dans la société, il y a une certaine stabilité mentale, culturelle, et ça peut permettre à un niveau de vie de qualité. Voilà, à mon avis, les points que je vois peuvent contribuer à améliorer les performances sociales dans notre continent. Merci beaucoup. Je vois que les dernières questions là doivent être les plus intéressantes parce que, bon, Madame Avisou, je vous repasse la parole pour... Très brièvement, juste pour dire que nous, lorsqu'on utilise de la ressource concessionnelle, donc de la ressource de l'État ou de l'Union européenne ou du Fonds vert pour le climat, c'est clairement parce qu'on a défini quels étaient les impacts qui étaient attendus, et les impacts sont généralement sociaux. Et donc du coup, c'est les impacts sur l'égalité de genre, par exemple, ou les impacts sur l'emploi des jeunes. Et en l'occurrence, de ce que je comprends des équipes à Paris qui travaillent avec l'Union européenne, j'entends que l'Union européenne maintenant souhaite allouer 80% de ses financements vers le genre. Donc en termes de contribution sociale, c'est quelque chose que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Monsieur Canfir. Quelques mots sur la question. Oui, pour peut-être compléter la vue d'ensemble, surtout sur le domaine des startups, que je connais bien. S'il y a de la blended finance à développer, c'est bien pour supporter les maillons faibles. Aujourd'hui, supporter des VC n'est pas forcément la bonne stratégie. C'est pas le maillon faible, le VC. Moi, j'ai monté 2 fonds, un de Précide et un site. On fait des TRI supérieurs à 30%. Pourquoi on fait un TRI supérieur à 30%? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait la tête de bélier. La tête de bélier, c'est l'incubateur. 15%. 30%. Plus que 30%. 30%. Oui, monsieur. Plus que 30%. Parce qu'il y a quelqu'un qui encaisse la casse. La casse, elle est faite au niveau de l'incubateur, ou de l'accélérateur. Qui attire aussi des fonds, de bailleurs de fonds, forcément. Mais la casse, elle n'est pas visible au niveau du VC, elle est visible au niveau donc, des incubateurs. Donc, bien faire attention, de bien identifier le maillon faible. Laisser le marché, parce qu'il ne faut pas créer de distorsion, Rad l'a dit. Si on crée de la distorsion sur le marché, jamais il y aura un marché. Et c'est ce qui se passe un peu en Tunisie aujourd'hui. On a du mal à créer un marché de l'offre. Par contre, c'est au niveau de la demande, il faut orienter les efforts sur la demande. Et dessus, donc, le débat reste ouvert. Merci beaucoup. Vraiment, nous avons eu un débat très très intéressant. On aurait pu passer toute l'après-midi. Il faut qu'à un moment donné, permettre aussi aux participants de se reposer. Mais avant de nous quitter, j'aimerais avoir chacun d'entre vous vos prévisions du futur, du financement mixte et les perspectives pour les économies africaines. Donc on va faire le tour de table en commençant par vous, M. Canfir.
2 minutes maximum. Oui, je vais être très court. Aujourd'hui, on ne doit pas uniquement mixer les sphères privées et publiques, on doit aussi les sphères monnaie fiduciaire et crypto. Donc on doit penser aussi de plus en plus à la digitalisation de la blended finance. Je reste très optimiste pour l'avenir. Je pense que avec ce secteur privé, avec cette dynamique, avec ces compétences, l'Afrique ne pourra que continuer de l'avant. On est passé par des crises de Covid, on est passé par des guerres. Et l'Afrique s'en sort toujours et s'en sortira. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de flux. C'est un continent qui sera à 2,5 milliards dans une vingtaine d'années. Et je pense que ce sera une des destinations phares du marché de l'argent. On a encore quelques minutes, n'allez pas très vite, sinon l'organisation va gagner du temps sur nous. C'est vrai. Donc rapidement, pour une ou deux questions avec le public. Super. Je reste aussi très optimiste. Je pense qu'une partie de l'équation, surtout sur la blended finance, c'est d'avoir aussi un volet beaucoup plus panafricain sur les différents marchés. Je pense qu'aujourd'hui, surtout, en tout cas au niveau de venture capital, ce qu'on voit, c'est qu'il est difficile d'investir dans des startups qui sont très très concentrées sur leur marché local, surtout si c'est sur certains secteurs. Donc je pense qu'il y aura, et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de panafricanisme dans la manière dont on aide les jeunes entreprises à se créer, et surtout qu'on mette en place ces infrastructures qui permettent à ces entreprises-là de pouvoir s'étendre entre pays africains. Merci. Optimiste également. Je pense que déjà l'argent est là, on l'a entendu aujourd'hui. La question qui se pose, c'est voilà, à quel projet les allouer. Et je pense que les gouvernements qui se positionneront sur des projets qui intéressent la thématique des bailleurs, donc le climat, la biodiversité, le genre, l'emploi, la jeunesse, auront du coup toutes les ressources pour développer ces projets, et du coup ils pourront aller beaucoup plus vite sur des projets extrêmement structurants pour leur pays. Donc moi je pense que c'est une véritable opportunité. Merci. Je ne peux pas prédire l'avenir d'une façon précise, mais je pense que ce mécanisme, selon les informations disponibles, ce mécanisme peut jouer un rôle significatif dans le développement du continent africain par lutter contre les inégalités ou les disparités régionales, par une inclusion de l'entrepreneuriat féminin, par l'exploitation des potentialités régionales et s'aligner aux objectifs de développement durable, c'est-à-dire créer des projets sur la voie des 17 objectifs de développement durable, et par aussi un moyen, par l'attractivité des investisseurs et des fonds étrangers vers le continent africain. Merci. Bon, je vais compléter juste par rapport au blended finance, surtout vers les pays d'Afrique ou vers les pays les moins avancés. Les statistiques montrent que le blended finance il est destiné beaucoup plus vers les pays les moins avancés, mais en termes de montants, les montants restent faibles par rapport à ce qui est donc utilisé sur les autres continents. Donc on a beaucoup de potentiel, on doit travailler sur ça, mais surtout travailler sur le financement par les pays les plus avancés vers les pays les moins avancés, et notamment sur la finance climat, sur le développement des infrastructures. On voit que ce qui se passe, donc ce qui s'est passé au niveau du Maroc ou de la Libye, ou les risques sismiques ou les risques d'inondation ou beaucoup de risques climat doivent être beaucoup plus dans la vision des financements mixtes, et surtout pour essayer d'avoir une égalité entre les continents, notamment sur les risques climatiques. Merci beaucoup. Nous allons prendre quelques questions du public, s'il y en a.
Merci aux intervenants pour cette conférence très intéressante de haut niveau. Merci à M. Adel pour l'optimisme dont vous avez fait preuve, qui nous a réchauffé les cœurs. J'avais une première question pour Madame Dieng. Vous aviez parlé tout à l'heure donc des difficultés de retour sur investissement pour les venture capital en Afrique, et c'était particulièrement lié à la législation en place. Selon vous, quelles sont les principales difficultés pour la mise en place d'une législation qui favoriserait donc ce bon climat d'affaires, pour revenir sur les paroles de M. Bouzoueda? Et une deuxième question rapide juste après, sur les potentialités que pourrait offrir la comptabilité verte dans la finance pour, non pas gonfler, mais donner plus de valeur à ces retours sur investissement en Afrique dans les potentialités des venture capital, des private equity. Merci. Merci. Il y a la table à l'arrière là-bas. Voilà, merci. Madame Dieng, vous avez noté, hein? Oui. Merci. Avec tous mes respects à toutes et à tous les intervenants là-bas, nous sommes très heureux d'être devant vous et d'entendre ce que vous voulez dire. Vraiment, vous êtes optimiste pour l'avenir de l'Afrique. Pour moi, je pose une petite question. C'est est-ce que vous voyez que nous serons optimistes en ce qui concerne peut-être à moyen, à long terme, l'indépendance économique de ce continent, suite des conditions que nous vivons actuellement, etc. Est-ce qu'on peut dire que nous espérons avoir au moins une indépendance économique de ces pays suite au financement des organismes internationaux? Merci, avec le devoir de respect. Merci à tous. Encore une question? Merci beaucoup. C'est Madame Esther Songo de la République démocratique du Congo. Je suis la présidente de la Confédération des artisans entreprises de l'économie bleue de l'Afrique centrale, dans la zone CAC, où nous sommes à 11 États. Ma question, c'est plus vers la dame qui est à côté du modérateur. Malheureusement, je n'ai pas le nom. Elle a parlé qu'il y a des fonds pour les investissements. Madame Garbi déjà. Ok. Il y a des fonds pour les investissements dans l'économie. Elle a parlé des secteurs du climat, des gens. Et je n'ai pas entendu nous qui sommes dans l'économie bleue. C'est-à-dire que nous qui sommes dans les constructions des bateaux, la pêche, la pisciculture, l'aquaculture. Qu'est-ce que vous pensez de nous? L'Afrique ne sera-t-elle pas développée par nous? Et pourtant, les infrastructures maritimes sont vraiment faibles pour le continent, alors que toute l'Afrique peut facilement être irriguée par l'eau que par la terre. Et si nous relions par l'eau, nous faisons de l'argent, des bénéfices, et nous avons moins de problèmes de conflits. Parce que si je prends l'exemple de mon pays et le Congo-Brazzaville, pour mettre les ponts, ça fait déjà une cinquantaine d'années, ça ne vient pas. Mais les bateaux qui font les deux pays là, il n'y a pas de guerre, on ne négocie pas. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut s'investir chez nous pour nous donner des infrastructures compétentes? Surtout nous, à l'Afrique centrale, il n'y en a pas. Merci. Merci. On va commencer par Madame Dieng, et après, celui ou celle qui se sent inspiré répond aux autres questions. Comme elle a été indiquée clairement. Elle est Madame Garbi aussi, hein. Donc après, vous pourrez prendre la parole librement. Merci. Je vais essayer d'être rapide et je vais essayer de combiner un peu les deux questions par rapport à surtout le rendement financier sur le venture capital. Aujourd'hui,
Dans notre business du venture capital, on a trois options principales en termes de rendement financier. La première option, c'est celle qu'on appelle IPO, qui est que quand on investit dans une entreprise, cette entreprise est listée de manière publique, ce qui nous permet de liquider notre position. La deuxième option, c'est une option d'acquisition, quand cette entreprise se fait acquérir par une plus grande, et par ce même biais qui nous donne la possibilité de liquider notre position aussi. Et la troisième option, c'est si un autre fonds d'investissement décide d'acheter notre position dans cette entreprise. Et en Afrique aujourd'hui, dans ces trois options, aucune ne fonctionne. Et c'est parce qu'on a un problème de liquidité. On n'a pas les entreprises africaines qui ont pris le chemin de se faire lister publiquement, ont dû le faire dans d'autres stock exchanges, notamment aux États-Unis, et on sait comment ça s'est passé. Les corporates, aujourd'hui, refusent de prendre la position d'acquisition pour des plus petites entreprises, parce que pour des questions de taxes, et aussi pour des questions de structure, elles n'ont pas la législation structurelle de pouvoir le faire. Et ensuite, aujourd'hui, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en disant que le venture capital n'est pas un maillon faible, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on pense venture capital, peut-être qu'on se dit des fonds qui sont entre seed et série A, qui font de l'investissement dans de l'amorçage. Alors que le venture capital, on a besoin d'investisseurs qui sont sur toute la chaîne de valeur. On a besoin du seed, du série A, du série B, du série C, du série D, et aussi d'une certaine liaison avec le private equity, à un moment donné. Et aujourd'hui, vu que cette chaîne n'existe pas, on est bloqué dans une position où on déploie du capital et on a du mal à pouvoir sortir de ces positions-là. On a un problème de liquidité. Et pour rentrer aussi par rapport à la question de monsieur sur l'indépendance économique, cette indépendance économique-là passe par un certain rendement financier. Parce qu'aujourd'hui, si les fonds en venture capital ne sont pas capables de liquider leur position, ça les met dans une position où, quand ils lèvent leur deuxième fonds, ils ne peuvent que aller vers les mêmes sources de financement. Parce qu'ils n'ont pas pu créer le rendement financier qui leur permet maintenant de créer une certaine indépendance par rapport à leur premier levier, par rapport à ce premier, on va dire, cette première étape qu'on leur a facilitée. Et aujourd'hui, quand on parle avec les gouvernements, quand on parle avec les différents États africains, on essaie de poser cette question de liquidité. Et on essaie surtout de leur faire comprendre que, quelle que soit l'injection de capital qui se fait, si le capital ne sort pas, ça nous bloque en tant que business. Et aujourd'hui, et à cela s'ajoutent les problèmes de FX, qui sont les problèmes de monnaie, parce que la plupart des fonds en venture capital vont investir en dollars, en USD, et les entreprises, elles, opèrent en fonds locaux, donc en currency, en monnaie locale, ce qui fait qu'après, les positions sont complètement différentes par rapport à USD. Donc on a vraiment un problème de fonds beaucoup plus important que le fait de continuer d'injecter du capital. Et si on n'arrive pas à pouvoir se mettre autour de la table avec les chefs d'État et avec les responsables sur les régulations et les législations pour essayer de trouver des solutions à ces trois options-là, on va se retrouver avec un problème d'injection, mais pas de retour. Et c'est vraiment là où je trouve qu'on devrait s'inspirer énormément de ce qui se fait en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, plutôt que forcément en Europe ou aux États-Unis, parce qu'eux, ils commencent vraiment à trouver des solutions à comment, justement, créer cette liquidité que nous, on n'a pas aujourd'hui. Merci. Pour compléter, le sujet de la liquidité touche le venture capital, mais touche aussi le private equity quand même, surtout en Afrique. Ça, c'était pas pour plomber l'ambiance. Au niveau de la question sur l'indépendance économique,
Je pense qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qu'une économie indépendante dans le monde dans lequel on vit. Est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs? Est-ce que c'est même possible? Mais pour peut-être répondre sur un sujet qui va être plus focus, mais je vois par exemple en Tunisie. La Tunisie pourrait probablement augmenter, mais tellement significativement, son indépendance énergétique. Si on regarde que ça. Les projets, il y a des projets, des appels d'offres qui ont été faits en 2019, ils sont quasiment financés. On les a toujours pas financés parce qu'on attend en fait que le gouvernement aille plus vite sur ces projets. En fait, ce qu'il faut à un moment, c'est aussi que les gouvernements aillent plus vite et bénéficient du fait qu'il y a cet argent qui est disponible pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. Donc en fait, moi je pense qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'opportunités pour que les économies africaines gagnent en indépendance. Il faut probablement renforcer un petit peu les maîtrises d'ouvrage et les capacités de certaines équipes spécifiques qui traitent des grands projets structurants. Merci. Donc, par rapport à la question sur le financement des projets bleus ou verts, je rappelle que la Caisse des dépôts et consignations, c'est une institution publique, comme toutes les caisses de dépôt. D'ailleurs, au Congo, il y a aussi une caisse de dépôt, au Sénégal, dans plusieurs pays africains. Et la semaine prochaine, nous allons avoir le forum des caisses où toutes les caisses se réunissent pour discuter, pour avoir aussi une vision stratégique pour le développement de nos pays. La particularité, c'est que chacune des caisses, elle agit dans son pays, donc elle finance des projets dans son pays, mais nous travaillons dans des programmes où il y a un échange, mais il y a aussi des fonds qui peuvent se faire, et peut-être là, ça va être la discussion cette année sur les possibilités d'avoir des fonds d'investissement de l'infrastructure où toutes les caisses vont contribuer pour pouvoir financer des grands projets dans les pays africains. Donc, généralement, nous servons l'intérêt général, mais nous servons aussi les secteurs prioritaires et le financement climat pour toutes les caisses de dépôt, c'est une priorité. Et on vise bien sûr tous les secteurs, notamment dans le secteur de la transition énergétique, de la transition numérique, donc aussi là où les autres investisseurs privés ne peuvent pas y aller, c'est les investisseurs publics tels que les caisses de dépôt qui financent ce type de projet. Merci. Monsieur Confier. Merci. En fait, je vais reformuler la question de M. Dufond. C'est peut-être indirectement la question de l'aide au développement, aujourd'hui, qui est posée. Comment on fait et comment on devrait procéder pour aider les gouvernements à favoriser justement le développement dans leur pays. Et je crois que la blended finance est une alternative intéressante. Et au lieu de faire, comme on l'a toujours fait, donc des financements directs de projets, alors généralement exécutés par les agences de développement, peut-être diversifier et donner à des partenaires la possibilité d'exécuter donc des projets sur lesquels ils sont partie prenante et voire même des incepteurs, en fait des concepteurs de ce développement, et ils seront beaucoup plus proches. C'est pour ça que la blended finance est définie par rapport aux contingences locales, donc l'ancrage dans le contexte local. Et donc on aura plutôt une démarche bottom-up au lieu de top-down. Voilà, donc ça peut être le sujet du prochain forum FIDA. Voilà, merci. Merci. Plus de questions. En tout cas, pour le dernier panel de la journée, le débat a été riche. Nos panélistes ont été très prolixes à un très haut niveau de productivité. Il s'agissait, pour rappeler, du financement mixte, les leviers de la blended finance pour le développement économique de l'Afrique. Nous avons eu M. Mondel Confi, VP de TABC, Mme Dieng, Lead Africa Market Strategy 500 Global, Adèle Bouchard, partenaire RMB VP,
Omar Bouzouada, DG AP2I, Madame Neja Garbi, DG CDC Tunisie, Cécile Avizou, directrice Afrique du Nord pour parcours. Débat modéré par M. Jean Velpo, Chairman Managing Partner G3A Partner AM et promoteur du Private Equity Summit d'Abidjan qui aura lieu en mars prochain. De ce qu'on peut retenir de ce panel, c'est que la Blended Finance est un autre type de financement à côté de plusieurs autres types de financement qui existent. Mal utilisé, ça peut créer des dégâts. Il appartient donc à tous les acteurs de la chaîne de valeur, que ce soit les pays, que ce soit les DFI, les MDB, les fonds, les financeurs, mais ceux aussi qui proposent des opportunités, de pouvoir bien comprendre comment profiter de ce mode de financement-là pour ne pas qu'un des acteurs soit lésé. Il nous a été parlé ici de la question de la surliquidité. Mais les gens se plaignent de ne pas avoir souvent des financements, mais ce n'est pas forcément parce qu'il manque de la liquidité. C'est peut-être parce que ceux qui portent les bons projets n'ont pas accès à ceux qui ont les liquidités. Et lorsque ceux qui ont les liquidités investissent dans des projets existants, ces projets ne sont pas suffisamment, comment on peut dire, intéressants pour leur permettre, puisque c'est des fonds, de sortir ou bien de revendre leur part après avoir développé ces projets-là. Donc ça va créer un problème qui va à la longue être au détriment des économies africaines, mais aussi des porteurs de projets et aussi au détriment aussi des financeurs. Donc la Blended Finance, qui est donc un autre mode de financement, doit être vu comme quelque chose qui peut apporter sa contribution à l'édification de l'économie africaine, mais sans oublier qu'il y a aussi, chacun des acteurs a aussi sa part de responsabilité, sa part d'action à mettre en œuvre pour rendre donc ce cheminement-là vertueux et créateur de valeur pour tout le monde. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre disponibilité, pour avoir participé à ce panel. Je remercie mes experts, je remercie aussi le FIDA qui nous a donné l'occasion de venir discuter de ce mode de financement ô combien très important pour l'Afrique, mais pour aussi la jeunesse africaine. Et nous pensons que à partir d'aujourd'hui, vous aurez eu quelque chose, quelques éléments qui vont vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit et de voir comment est-ce que tout un chacun d'entre vous, quelle que soit sa position dans la société, puisse profiter de ce mode de financement. Merci beaucoup d'avoir participé et bonne suite de FITA à vous tous. Merci. Merci, merci monsieur le Président. Alors, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de fin que moi aussi je vous dis merci. Merci d'avoir tenu bon. Alors, on se retrouve normalement tout à l'heure ici pour le dîner de gala à partir de 20h. Sinon, vous pouvez déjà commencer à vous reposer et puis on se retrouve à 20h. Merci, à tout à l'heure.